Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de la télévision régionale, merci de nous recevoir une fois de plus sur votre petit écran, votre smartphone, votre iPhone, votre ordinateur, c'est selon vous, pour cet autre énième numéro de l'entretien. Nous recevons aujourd'hui le président du mouvement New Power, M. Privat Ngoma, avec qui nous allons faire le tour de son mouvement, le tour du mouvement qu'il a bien voulu mettre sur pied, le New Power. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Monsieur le Président, d'entrée de jeu, c'est quoi le mouvement New Power? Alors, je voudrais d'abord vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez encore une fois de faire connaître notre mouvement en le présentant aux populations gabonaises et au-delà à celles d'Afrique centrale et pourquoi pas à toute l'Afrique francophone qui nous suit sur les réseaux sociaux. D'emblée, je voudrais apporter un rectificatif à l'affirmation que vous avez faite. Je ne suis pas le président du mouvement. J'en suis le responsable général. Parce que nous avons décidé de prendre nos responsabilités lorsque nous avons découvert, dans une relative opacité, notre mission. Et cette mission est difficile, elle est ardue, elle est périlleuse. Et pour la remplir, nous avons décidé de mettre sur pied une plateforme, un mouvement que nous avons dénommé The New Power. Le mouvement New Power est un mouvement associatif, politique et international. Il est associatif car il veut intéresser les personnes qui préfèrent évoluer en association, en ONG, parce qu'elles se méfient du milieu politique, qu'elles jugent par trop dangereux, perfide, cruel. Et nous voulons attirer ces personnes dans notre mouvement. Mais notre mouvement est également politique parce qu'il traite des thématiques qui sont éminemment politiques, comme la souveraineté nationale, comme la libération de notre pays, le Gabon, comme la lutte anti-France africaine. Et enfin, notre mouvement est international parce qu'il embrasse une cause noble qui va bien au-delà de nos vies et qui transcende nos frontières artificielles du Gabon et même d'Afrique centrale. Cette cause, c'est la renaissance africaine et elle est portée par le panafricanisme. Je voulais maintenant dire pourquoi nous avons voulu mettre sur pied ce mouvement. Nous sommes convaincus que notre pays, le Gabon, et c'est le cas pour la plupart des pays de l'Afrique francophone, nos pays ne sont pas indépendants et nous ne sommes pas souverains dans nos propres patries. Si vous me permettez, cher ami, je voudrais que vous me laissiez quelque temps pour m'appesantir sur cette question d'indépendance et de souveraineté. Nous avons commémoré le 17 août 2020 le 60e anniversaire de notre indépendance. Et nous le faisons maintenant depuis 60 ans. Mais sommes-nous indépendants? C'est une question importante que les Gabonais doivent se poser au regard de la manière dont nous évoluons depuis cette presque demi-siècle. Sommes-nous indépendants? Alors, il faut, pour répondre à cette question importante, peut-être remonter 20 ans plus tôt. Il faut remonter en Europe, en France, en mai-juin 1940, lorsque
La France a été écrasée par l'armée allemande. En 1939, l'Allemagne nazie, sous Adolf Hitler, décide de conquérir, d'envahir la Pologne. La France et la Grande-Bretagne, qui sont alliées et qui sont également des puissances occidentales, déclarent la guerre à l'Allemagne nazie. Cette dernière, l'Allemagne, attaque la France. Et à la grande stupéfaction du monde, la grande armée française, en moins de 6 semaines, c'est-à-dire 1 mois et 2 semaines, s'est retrouvée sous la botte hitlérienne. Les Français ne sont pas battus. Ils ont été vaincus. Ils n'ont pas tenu même pas 2 mois. Et on a dû faire recours à un vieux général à la retraite, Philippe Pétain, qui est venu et qui n'a pas pu, bien entendu, faire le poids. Il a signé l'armistice le 22 juin 1940. Et la France, dans sa représentation nationale, lui a conféré les pleins pouvoirs. Un militaire prend le pouvoir en France. On lui confère les pleins pouvoirs. Et là, naturellement, on ne parle pas de coup d'État, n'est-ce pas? Comme le cas du Mali, où RFI nous parle d'un coup d'État des militaires. Là, les Français étaient en danger. On appelle un militaire et ils n'ont jamais dit que Pétain avait pris le pouvoir par coup d'État. C'était juste une observation par rapport à l'actualité africaine qui nous concerne tous en ce moment. Donc Pétain, il prend le pouvoir, mais que peut-il faire devant la puissante armée allemande, devant le fascisme hitlérien? Il ne peut rien faire. Il collabore. Il mène une politique antisémite, il mène une politique anti-maçonnique et il persécute même la résistance. Cette résistance qui a vu beaucoup de ses membres mourir, comme Jean Moulin. Et certains qui ont eu plus de chance ont fui. Le général de Gaulle, qui a lancé l'appel du 18 juin 1940, a fui son pays, la France, où il avait été condamné pour haute trahison, condamné à la peine capitale. Il s'est réfugié en Grande-Bretagne, où Winston Churchill l'a accueilli. Mais devant la demande de rapatriement du traître de Gaulle, eh bien, Winston Churchill a plutôt sauvé, on va dire, son protégé en l'envoyant en Afrique. De Gaulle est donc parti au Sénégal, où il n'a pas été reçu par le gouverneur d'Afrique de l'Ouest, qui était pétainiste. Il a donc décidé de venir en Afrique centrale et qu'il a reçu un noir, Félix Éboué, un Guyanais, dont la mémoire n'est pas toujours honorée par cette France, qui finalement lui manque beaucoup de reconnaissance. Mais ça, c'est une autre histoire. Félix Éboué va s'employer à mobiliser le maximum d'Africains d'Afrique centrale. Blaise Diagne, qui était lui en Afrique de l'Ouest et qui était député pour le compte du Sénégal au Parlement français, lui va mobiliser les colonisés africains de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont ce qu'on a appelé à tort les tirailleurs sénégalais. En fait, c'était des soldats africains, qu'ils soient d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest, qui sont venus apporter leur soutien pour lutter contre les forces fascistes hitlériennes. Mais il n'y avait pas que les Africains, il y avait aussi les Asiatiques. Et nous pensons à la colonie d'Indochine en Asie, qui eux aussi sont venus et sont morts pour la France. Lorsqu'il y a eu le débarquement, ce sont les Américains du Canada et des États-Unis. Ce sont les Africains et ce sont les Asiatiques qui sont venus libérer la France. Ce ne sont pas les Français de l'Hexagone. Ce sont ceux qui sont partis, qui ont quitté leur pays, où ils étaient des colonisés et qui ont emporté par la vie qu'ils ont sacrifiée, la liberté, à la France. Ils ont, après la chute du Troisième Reich, demandé en retour d'avoir également leur indépendance, ce qui tombait sous le sens, et c'était une revendication légitime. Et qu'a fait la France, reconnaissante? Elle a refusé. Lorsque Ho Chi Minh, en Indochine, a déclaré l'indépendance de son pays et a voulu gérer son pays sans la France. La France lui a déclaré la guerre, une guerre qui a duré 8 ans. Et en 1954,
les Vietnamiens. À l'époque, ils étaient les Indochinois, mais les Vietnamiens ont battu la France dans la cuvette de Dien Bien Phu. La France recevait sa seconde défaite après celle de l'Allemagne nazie. Et elle est rentrée chez elle. Et les Vietnamiens sont devenus indépendants. Ils ont dû après lutter contre les États-Unis, mais ça c'est une autre histoire. La date du 2 septembre 1947, au cours de laquelle Ho Chi Minh fait sa déclaration, est une date qui concerne les Vietnamiens. Ensuite, les Algériens suivent cela de très près et estiment que si le Vietnam est maintenant indépendant, eux aussi, ils veulent leur indépendance. La même année, en 1954, les Algériens demandent à la France, souhaitent que la France accepte qu'ils soient indépendants. D'autant qu'ils ont payé le tribut, eux aussi. Ils faisaient partie du contingent qui est venu aider la France. Que fait la France? Elle n'a pas retenu la leçon d'Indochine. Elle a refusé. Et les Algériens sont rentrés dans ce qu'ils ont appelé la guerre de libération, la guerre d'indépendance. Jusqu'ici, on a parlé de la France avec d'autres pays, avec les pays du Maghreb, avec les pays d'Asie. Mais pour nous qui sommes africains, pour nous qui sommes de l'Afrique centrale, on voudrait comprendre quel a donc été, qu'est-ce que la France a fait pour l'Afrique centrale, qu'est-ce que la France, après 60 ans d'indépendance, a fait pour l'Afrique centrale, au point où l'Afrique centrale aujourd'hui se retrouve toujours liée. L'Afrique centrale ne puisse pas évoluer sans la France. Et alors, le mouvement New Power, qui est né, on suppose, serait vraiment une bénédiction pour les peuples de l'Afrique centrale. Alors, Monsieur Privat, au niveau de l'Afrique centrale, parlez-nous de la France et l'Afrique centrale et quelles sont les perspectives du mouvement New Power, plus précisément en Afrique centrale, parce qu'en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Maghreb, eux, ils se battent à se libérer de la France, ils se battent à se libérer de l'oppression que leur a imposée la France. Mais nous, en Afrique centrale, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'où les perspectives du mouvement New Power. La question que vous posez est en droite ligne avec la suite de mon propos. J'ai voulu d'abord vous donner la rétrospective qui explique notre situation. Je veux montrer l'attitude des peuples opprimés, comment ces peuples se sont rebellés. Je vais également montrer l'attitude du peuple oppresseur, qui finalement n'a pas changé. Et quand je vais développer justement votre question sur l'Afrique centrale et même l'Afrique francophone, vous comprendrez d'autant mieux. L'Algérie, j'en étais là, s'est battue pour son indépendance à partir de 1954. Et la France a à nouveau fait appel à un militaire en 1958. C'était cette fois-ci le général de Gaulle. Et là, on ne parle toujours pas de coup d'État. Voyez-vous? La ligne éditorialiste. Quand ce sont les autres, quand les militaires viennent pour arranger une situation gravissime, on parle de coup d'État quand c'est en Afrique. Mais quand eux, ils ont fait appel à Pétain, quand ils ont fait appel au général de Gaulle, ils n'ont jamais parlé de coup d'État. De Gaulle donc arrive en 1958. Et au bout de 4 ans, en 1962, il règle la question de l'Algérie. Lorsqu'il a compris qu'il ne peut plus maintenir sous la tutelle française ce peuple fier et qui ne veut plus être dominé. Et le 3 juillet, si ma mémoire ne me trompe pas, le 3 juillet 1962, c'est une date importante pour les Algériens, eh bien ces derniers accèdent à l'indépendance. De Gaulle se rend bien compte qu'il y a un mouvement d'indépendance, indépendantiste, qui commence maintenant à se propager, non seulement en Asie, mais en Afrique. Comment faire pour stopper cela? Alors il va proposer ce que nous appelons un stratagème politique. De Gaulle va suggérer, et là je rentre maintenant dans le cas de ce qui nous concerne, il va suggérer aux Africains le référendum de 1958, dans lequel la question était claire. Voulez-vous, oui ou non, adhérer à la communauté française? En d'autres termes, vous restez sous la tutelle française, vous n'êtes pas indépendant. Vous êtes un territoire ou un département français. C'était ça la question en clair. Donc, au lieu que les Africains se battent pour arracher l'indépendance, De Gaulle leur demande s'ils sont prêts à être toujours dépendants. Eh bien, quand vous soumettez un référendum à un peuple, et vous lui demandez simplement de répondre par oui ou par non, eh bien, vous devez accepter, si vous êtes un démocrate, sa position. Tous les différents territoires coloniaux
Français d'Afrique ont dit oui, à l'exception d'un seul, la Guinée-Conakry de Sékou Touré qui a dit non. Mais si c'est un référendum, si les gens ont la possibilité de dire oui ou de dire non, pourquoi alors De Gaulle a-t-il persécuté, a-t-il martyrisé, a-t-il diabolisé Sékou Touré? De Gaulle n'était-il pas un démocrate pour respecter la volonté d'un peuple qui décide d'être souverain? Donc on voit bien que ce n'était pas un référendum, c'était un diktat référendaire. Il fallait que les Africains disent oui à la dépendance. Eh bien, la plupart ont dit oui. Donc vous voyez, nous ne nous sommes pas battus en 1958 comme l'Algérie et comme le Vietnam pour être indépendants. Il n'y a eu aucune lutte d'indépendance de la part des pays francophones. Elle allait arriver certainement, mais De Gaulle a anticipé. Il nous a enfermés dans des pseudo-indépendances. Et donc, les dates d'indépendance africaine, nous y arrivons. Elles n'ont pas été décidées par les différents pères fondateurs. Non. Dès l'instant où la France a concédé l'idée qu'il fallait quand même leur donner une forme d'indépendance, qu'a-t-elle fait? Mais elle nous a donné cet État du Gabon dit indépendant, qui est reconnu à l'ONU, qui a une constitution, qui a un hymne, qui a une devise. Et ce ne sont que les attributs de souveraineté. Mais la vraie souveraineté est entre les mains de la France. Et cette souveraineté a été garantie par les accords de coopération qui aujourd'hui sont encore gardés secrets. Je suis là maintenant dans l'Afrique francophone, je suis dans l'Afrique centrale. Les accords de coopération qui nous lient à la France et qui nous garantissent à la France que nous restons toujours en fait des territoires coloniaux d'Afrique française. Voilà la réalité de ces accords de coopération. Et pourquoi, à votre avis, ils sont secrets? Pourquoi nous n'y accédons pas? Les accords qui concernent la vie de tous les Africains de la zone francophone. Pourquoi nous ne sommes pas au courant de ces accords? Il est peut-être venu le temps que nous regardions un peu ce qui a été écrit et ce qui a été signé. Donc, la date du 17 août, quand elle a été à Paris, au palais de l'Élysée, par le président Charles de Gaulle, par le chargé des affaires africaines Jacques Foccart et par le ministre de la Culture André Malraux. Et ils vont donc s'arrêter sur des différentes dates qui vont être leur périple. Ils seront en Côte d'Ivoire le 7 août et ils vont donc proclamer l'indépendance après avoir fait signer à Houphouët-Boigny les accords de coopération secrets. Ils seront au Congo, ils feront signer à Fulbert Youlou le 15 août 1960 les accords de coopération et on va proclamer l'indépendance. Ils seront au Gabon le 17 août après avoir fait signer à notre président Léomba Minko les accords de coopération. Et on va proclamer donc l'indépendance. Voilà comment les indépendances ont été proclamées dans toute l'Afrique francophone. Ce sont des pseudo-indépendances. Parce qu'en réalité, les accords de coopération nous lient à la France. Et nous avons le même statut que la Guyane, que la Guadeloupe. Sauf qu'on nous a revêtus de cette robe républicaine qui est reconnue à l'ONU. Je veux terminer sur la question de la France-Afrique. Car ces accords de coopération qui sont secrets doivent être respectés, doivent être appliqués pour s'assurer que nous ne sortons pas du giron français. Et donc, De Gaulle va mettre en place un système qui s'appelle la France-Afrique. Et dans ce système, des hommes qui ont des méthodes répréhensibles, des actions qui se font en dehors de la législation internationale. Cette France-Afrique va s'assurer, par tous les moyens, par toutes les voies possibles, que les différents pays francophones restent accrochés aux basques françaises, malgré la prétendue indépendance qu'on leur a affublée. Donc, d'un instant où vous n'êtes pas souverain, d'un instant où vous ne décidez pas de votre monnaie, vous ne décidez pas de la politique économique à insuffler, vous ne décidez pas du programme éducatif, vous ne décidez pas finalement de la culture de votre pays, vous ne faites pas la promotion de votre langue, vous mettez à terre votre génie culturel. Comment voulez-vous être indépendant? Comment voulez-vous construire votre pays? Et on arrive à ce paradoxe justement. Donc, ayant été conscient de cette situation, nous avons décidé, au niveau de notre mouvement, The New Power, d'être foncièrement souverainiste. Et nous allons arracher cette souveraineté à la France-Afrique. Et nous ne pouvons pas le faire si nous ne sommes pas ouvertement anti-France-africains. Nous avons ciblé notre adversaire, notre ennemi, car la France-Afrique tue pour arriver à son objectif. Donc, si nous avons quelqu'un qui est prêt à nous tuer,
ce n'est plus un adversaire, c'est un ennemi. Donc nous devons abattre cet ennemi, nous devons le combattre de façon ouverte, sans peur, avec courage. Et c'est très important, ce travail que nous devons réaliser. Que nos pères n'ont peut-être pas eu le courage ou n'ont peut-être pas eu le temps de mettre en œuvre ce courage. Nous devons l'avoir aujourd'hui, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour les futures générations. Il nous faut donc ouvertement affronter la France-Afrique et lui arracher notre souveraineté. Nous ne pouvons pas le faire si nous sommes désunis, si nous sommes morcelés, si nous sommes isolés, comme la France a bien voulu qu'on le soit. Car pendant la colonisation, vous aviez deux grands ensembles, l'ensemble d'Afrique équatoriale française et l'Afrique occidentale française, deux grands ensembles. Les Français avaient bien compris l'intérêt d'avoir des grands ensembles. Mais dès qu'arrivent les indépendances, pourquoi les Français ont milité pour que nous puissions être divisés en micro-États? Parce que la France n'aurait pas supporté d'avoir deux grands puissants États africains francophones, un en Afrique de l'Ouest et un en Afrique centrale. Il nous faut revenir à l'esprit du congrès de Bamako. Il nous faut revenir au panafricanisme. C'est donc parce que nous serons fondamentalement panafricanistes que nous allons réussir à bouter hors de nos frontières la France-Afrique. Je voudrais vous dire une dernière chose, pour me faire bien comprendre. Et là, on pourra avancer sur la prochaine question. Lorsque nous avons créé notre mouvement, le magazine italien en ligne, Info Africa, a salué cela. Mais a malheureusement glissé une erreur monumentale, puisque ce magazine a dit que nous étions un mouvement anti-français. Non, nous ne sommes pas un mouvement anti-français. Nous sommes un mouvement anti-France-africain. C'est différent. Nous n'avons rien contre le peuple de France, que nous apprécions et que nous aimons. Nous pensons qu'avec le peuple de France, nous devons partager des rapports d'amitié et de fraternité. Et après tout, ce sont des êtres humains comme nous, qui n'aspirent qu'à la paix et puis à l'harmonie. Nous nous battons contre la France-Afrique, un groupe d'hommes, une minorité d'hommes de France et d'Afrique, quelles que soient les nationalités, qui ont décidé d'appauvrir l'Afrique et de s'enrichir, qui ont décidé de tuer les leaders panafricanistes qui veulent le bien du continent. Nous dénonçons cela et nous le combattons. Et nous disons à la France officielle et des réseaux qui continuent à entretenir la France-Afrique qu'elle ne le fait pas, d'accord, dans les intérêts du continent africain. Elle le fait pour ses intérêts. Et nous devons sortir de cette logique où la France aura toujours le surplus superfétatoire, c'est-à-dire inutile, quand nous, il nous manque le minimum nécessaire et vital. Donc le mouvement New Power a pour objectif justement l'exploitation des richesses du Gabon, d'Afrique centrale, pour le bonheur des populations. Et nous ne pouvons le faire que si nous sommes souverains. Chers téléspectateurs, vous constatez très bien que nous sommes toujours en compagnie du responsable général du mouvement New Power, j'ai nommé M. Privat Ngomon. Alors, M. Privat Ngomon, après ce brillant cours magistral sur la relation France-Afrique, que vous fustigez d'ailleurs de tous vos mots, et puisque cette émission tire malheureusement à sa fin, quel est votre mot de fin à l'endroit de cette jeunesse consciente, à l'endroit de tous ces jeunes Français, à l'endroit du peuple français, à l'endroit du peuple africain, le peuple francophone africain qui vous regarde et qui d'ailleurs, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, sont d'accord avec cette idée parce que avant vous, il y a ceux qui ont déjà engagé cette lutte et vous, aujourd'hui, qui sait demain d'autres, quel est votre mot de fin à l'endroit de tous ces millions de téléspectateurs, à l'endroit de tous ces millions de jeunes qui vous regardent et qui vous suivent? Je vais d'abord avoir un mot à l'endroit de la France-Afrique, pour lui dire que comme elle s'est posée dès le début en ennemie de l'Afrique francophone, car elle entend nous voir sous domination perpétuelle, je veux dire à la France-Afrique, c'est-à-dire aux Français et aux Africains qui acceptent justement les miettes que leur donne la France pour pouvoir écraser leur peuple. Nous leur disons que nous sommes désormais leurs ennemis également. Nous n'allons plus accepter de subir sans réagir leur exaction.
nous riposterons. Et il peut nous faire confiance. Ce combat que nous menons à visage découvert, aujourd'hui peut-être seul, sera repris par d'autres Africains, de plus en plus. Et vous voyez déjà, Kémy Séba, en le même temps, Nathalie Yamb également, ils sont de plus en plus nombreux, qui n'ont plus peur de dire clairement à la France-Afrique que nous ne voulons plus de ce monstre-là en Afrique. Nous voulons qu'il parte. Vis-à-vis de la France officielle, qui entretient cette France-Afrique, c'est-à-dire l'élite française, nous lui disons qu'elle a désormais en face d'elle une jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, et avec qui il faut désormais discuter intellectuellement, d'égal à égal. Et si cette élite française reste gouvernée par la pensée colonialiste, dont la volonté reste impériale de toujours assujettir les populations africaines pour mieux exploiter leurs richesses, eh bien cette élite est notre adversaire politique. Et nous devons combattre un adversaire jusqu'à lui faire comprendre qu'il y a d'autres types de rapports qui peuvent s'instituer entre des nations civilisées. Vis-à-vis maintenant de l'élite africaine francolâtre, l'élite africaine francophile, celle qui a pris acte de la suprématie intellectuelle de la France et qui aujourd'hui sert de relais. Nous leur disons qu'elles font honte à l'Afrique et qu'elles devraient être fières, comme l'a été Thomas Sankara, comme l'a été Modibo Keïta, comme l'a été Ahmed Sékou Touré. Elle a assez d'intelligence pour récuser la situation de prédation des richesses de leur pays que la France fait et se battre pour que la France revienne à de meilleurs sentiments. Et ce débat est un débat d'idées. Regardez les accords de coopération et voir si ces accords de coopération sont à l'avantage des deux parties. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, revoir tout simplement pour que la balance soit à l'avantage des deux parties en présence. C'est aussi simple que ça. Voilà la mission que nous demandons à l'élite francolâtre, d'accord, d'avoir pour le bonheur de la population. À l'élite panafricaniste, nous devons être ensemble. Nous devons mener désormais des combats de façon synchronisée, de manière concertée. Le panafricanisme ne peut pas se faire de manière isolée. Il nous faut des plateformes de rencontre. Il faut que nous puissions discuter, nous puissions mettre en œuvre des actions qui vont avoir un impact sur l'ensemble du territoire. À la jeunesse, nous vous disons la chose suivante. Vous avez besoin d'apprendre sur votre histoire. Peut-être pas l'histoire de l'école coloniale. Est-ce qu'on vous parle, pour ce qui est du Gabon, de Nyanda Makita, Mavurolo? Est-ce qu'on vous parle du guerrier Wongo? Est-ce qu'on vous parle, pour ce qui est du Cameroun, de Ruben Omniobe? Est-ce qu'on vous parle de Félix Moumié? Est-ce qu'on vous parle de Ernest Wandjie? Est-ce qu'on vous parle, pour ceux qui sont de la Centrafrique, est-ce qu'on vous parle de Barthélemy Boganda? Voilà des noms que l'école coloniale a bannis. Parce que ces noms inspirent justement la souveraineté. Et on ne veut pas que vous ayez ce sentiment d'indépendance. Et nous sommes en train de dire que cette jeunesse doit être instruite auprès de ceux qui ont l'information. Nous avons aujourd'hui le courage de dénoncer publiquement ce qui ne va pas dans notre pays. Nous avons touché au cœur. Mais quand le problème est trouvé, il faut le régler. Et on le règle avec la jeunesse. Donc nous voulons une jeunesse militante, mais un militantisme conscient, agissant. Et la conscience, c'est lorsqu'on vous donne une information et que vous assurez que cette information, elle est vraie, elle n'est pas fausse. Nous vous demandons à la jeunesse, et c'est un moment de fin, nous vous demandons d'adhérer au mouvement New Power pour que nous soyons réellement souverains, pour que les projets que vous mûrissez personnellement ou pour votre pays, vous puissiez être en situation de les mettre en œuvre parce que vous serez souverain. Et cette souveraineté, il faut aller l'arracher à la France-Afrique. Et pour l'arracher, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Il vous faut l'aide des autres frères africains. Adhérez au mouvement New Power. On vous donnera les informations dont vous avez besoin. Faites un geste très important également. Apportez votre contribution financière. Notre mouvement politique ne pourra exister que s'il a le soutien de tous ces Gabonais, de tous ces frères d'Afrique centrale qui veulent être souverains. Faites des transferts, Airtel Money ou Mobicash. La somme n'est pas importante.
ces 500 francs, sacrifiez une bière régable d'un mois. C'est-à-dire qu'en un mois, vous pouvez vous dire que je ne vais pas prendre une bière régable. Je vais juste envoyer 500 francs au mouvement The New Power pour que ce dernier puisse faire avancer la cause de la renaissance africaine qui passe d'abord par notre souveraineté. Voilà, mon cher frère, le mot de fin que je voulais livrer à cette jeunesse qui nous a entendus, à l'élite africaine, notamment l'élite francolâtre, à l'élite panafricaniste, à la France officielle et des réseaux, à notre pire ennemi, la France-Afrique. C'est sur ce mot de fin que se referme cet autre énième numéro de l'entretien. Nous étions en compagnie du responsable général du mouvement New Power, M. Privat Ngomor, un mouvement anti-France-Afrique qui vous appelle à venir ensemble défendre, bouter la France-Afrique hors de l'Afrique francophone, hors de l'Afrique centrale, hors de l'Afrique tout entière. Monsieur Privat Ngomor, merci encore une fois de plus de nous avoir accordé cet entretien. Non, c'est moi qui vous remercie de couvrir les actions que nous sommes en train de mener et le fait que vous m'avez donné la possibilité de livrer ce message. J'espère à peut-être toucher, sensibiliser certaines personnes. Et si déjà ces personnes rejoignent le combat, je pense que vous aurez, de mon point de vue, apporté beaucoup à notre cause. Et pour cela, je vous en remercie infiniment. À ce micro de présentation, je suis Sinclair Kenge. À la caméra et à la réalisation, Marcelin Alinou. Donnons-nous rendez-vous, chers téléspectateurs, amis de la télévision régionale, pour un autre énième numéro de l'entretien avec un autre invité.